Comme annoncé en titre, nous avons sur ce plateau l'un des avocats de la famille Sankara. Il s'agit de Maître Ambroise Farama. Bonsoir Maître Farama et merci pour votre disponibilité. Alors cette opération, bonsoir. Alors cette opération d'exhumation et d'examen des corps, vous l'avez réclamée depuis longtemps. Elle est enfin effective. Quelles sont les zones d'ombre pour lesquelles vous espérez des éclairages? Permettez-moi, avant de parler des zones d'ombre, de rappeler d'abord dans quel contexte ces opérations d'expertise sont menées. Parce que là, tout à l'heure, dans l'élément, j'ai cru comprendre qu'on dit que finalement, le gouvernement de la transition a accepté qu'il y ait une expertise donc, sur les tombes. Il faut plutôt rectifier. C'est vrai qu'il y a eu ce décret gouvernemental qui a autorisé l'ouverture des tombes, mais ce n'est pas ce décret qui est en train d'être exécuté. Il se trouve que c'est vrai qu'avec le gouvernement de transition, le ministre donc, de la Défense a autorisé l'ouverture d'une information dans le cadre donc, de cette affaire. Parce qu'au préalable, le ministre de la Défense avait refusé de donner l'ordre de poursuite. Cela a été fait et un juge d'instruction a été saisi. C'est le juge d'instruction qui a pris une ordonnance pour ordonner cette expertise. Donc il ne s'agit pas de l'exécution du décret gouvernemental, mais il s'agit plutôt de l'exécution d'une ordonnance du juge d'instruction. Parce que le juge d'instruction, il est compétent pour poser tous les actes utiles à la manifestation de la vérité. Et c'est dans le cadre donc, des recherches, donc la recherche de la manifestation de la vérité, que le juge d'instruction a pris cette ordonnance aux fins d'expertise. Mais il n'en demeure pas moins que les événements des 30-31 octobre quand même, et l'avènement de cette transition-là quand même ont été un déclic également dans cette Sans aucun doute, sans aucun doute, mais j'ai tenu à apporter la précision parce que vous vous souvenez qu'à l'époque, lorsque le décret a été pris, la famille avait donné son point de vue également sur ce décret-là, en disant que c'est vrai, elle voulait donc l'identification de la tombe, mais au-delà, ce qu'on souhaitait, c'était donc une procédure judiciaire au cours de laquelle donc l'identification pourrait être menée. Et donc, je voudrais donc donner cette précision que c'est dans le cadre donc, de la procédure criminelle que, effectivement, donc, cette ordonnance a été prise et que c'est en exécution de cette ordonnance-là que des experts ont été nommés. C'est tout à fait différent de la question du décret. Voilà. Cela dit, on va revenir à ma question. Alors, cette opération d'exhumation, quelles sont les zones d'ombre pour lesquelles vous espérez des éclairages? Bon, d'abord, il faut préciser que c'est le juge d'instruction qui apprécie l'opportunité et l'utilité donc de l'expertise. Donc le juge d'instruction a nommé des experts avec une mission bien précise. D'abord, la première mission, c'est d'identifier les restes qui s'y trouvent. Vous avez donc sur chaque tombe des noms qui sont inscrits. Le juge demande aux experts légistes de mener toutes les investigations et de pouvoir identifier quels sont les restes, est-ce que les restes appartiennent à qui ou à qui d'autre. Ça, c'est la première interrogation. La deuxième interrogation, ce que le juge recherche, c'est de voir est-ce que dans ces tombes-là, ou bien sur ces corps, il y a des projectiles qui peuvent être retrouvés, ou des balles qui peuvent être retrouvées donc, sur les corps, afin qu'on puisse les prélever et les mettre sous scellés. Le juge également recherche éventuellement que s'il y a des projectiles, qu'on puisse donc en déterminer la qualité et qu'il y ait une expertise balistique éventuellement pour déterminer la nature de ces projectiles-là. Enfin, le juge donc demande aux experts de lui donner toute autre information qui peut être utile à la manifestation de la vérité. Okay. Alors, 27 ans après, donc, il semble que des restes aient été retrouvés donc, dans les tombes qui ont déjà été éventrées, des ossements et des restes de vêtements notamment. Est-ce que vous n'avez pas peur que le temps efface certaines informations qui pourraient se révéler peut-être précieuses pour la manifestation de la vérité? Il n'y a pas de doute qu'avec le temps, il y a des éléments, des indices de preuve qui sont effacés. C'est évident. Mais je pense que si jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas eu d'enquête sérieuse, ce n'est pas de la faute des victimes, ni de la famille des victimes. Nous savons tous pourquoi, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu une information judiciaire. Mais le juge d'instruction ne peut mener son instruction que sur la base des éléments qui seront à sa disposition. Donc c'est vrai, nous avons des inquiétudes qu'il y ait des éléments qui aient disparu, mais je pense que le juge fera son travail avec les éléments qui seront à sa disposition. Une chose est sûre, on saura véritablement parce que le doute persiste jusqu'à présent. Est-ce vraiment le corps du capitaine qui se trouve dans cette tombe? On peut dire que là, quand même, il y a une certitude qu'on aura des réponses. On l'espère. On l'espère parce qu'un test d'ADN a été demandé. Et déjà, dès demain, les familles donc, des différentes victimes vont commencer donc, les différents prélèvements pour les confrontations après. Donc, il est évident que
aujourd'hui, Dieu merci, la science est tellement évoluée que sur la base donc, des tests ADN, on peut être à mesure de pouvoir dire si véritablement ces restes appartiennent à telle ou telle autre personne. Ouais, et il semblerait donc jusqu'à aujourd'hui donc conformément aux informations qui circulent depuis donc ces événements d'octobre 87, on est face à des tombes réalisées à la sauvette. Vraiment à la sauvette. J'avoue que nous avons pu voir des choses inimaginables. C'est même inhumain. Imaginez-vous que le président Thomas Sankara a été mis sous terre à environ 45 cm du sol. Et là, franchement, c'est inimaginable, c'est inhumain. Et vous avez également d'autres tombes on a retrouvé les corps à moins de 30 cm. Donc lorsque vous dites qu'effectivement l'enterrement a été fait à la sauvette, c'est le terme. Okay. Alors l'opération a débuté hier, seulement 2 tombes ont été ouvertes le premier jour, 5 aujourd'hui. Comment vous appréciez le déroulement de cette opération? Nous apprécions le déroulement de cette opération de façon positive. J'avoue que les experts et tous ceux qui participent effectivement donc, à ces travaux d'exhumation et d'expertise le font avec précaution et sérieux. Nous avons pu remarquer justement quelles sont les précautions qui ont été prises pour que le travail puisse être mené non seulement dans la sérénité et qu'ils puissent donc obtenir tous les éléments qui se retrouvent donc au fond des différentes tombes. Lorsque ils dépouillent et qu'ils atteignent donc le corps, j'avoue qu'ils mettent plus d'une heure à 2 heures d'ailleurs pour pouvoir débarrasser donc les grains de sable et sortir effectivement donc le corps. C'est un travail délicat, minutieux, mais qui jusque-là en tout cas est apparemment bien mené. Okay. Alors, Maître Farama, hier, des gens ont manifesté autour du cimetière de Dagneux pour dénoncer le bouclage des lieux par la gendarmerie et exprimer leur inquiétude quant à cette démarche. Alors, est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez? Beaucoup pensent peut-être que c'est encore une manière, en tout cas, de faire les choses de façon voilée et puis que les gens ne puissent pas accéder véritablement à la vérité. Est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez? Je pense que l'inquiétude des populations est tout à fait légitime. L'inquiétude est légitime, mais seulement il faut prendre le soin de communiquer avec ces personnes-là pour leur donner la juste information afin qu'elles comprennent. J'ai même déploré, et je pense que hier, même les journalistes nous ont expliqué qu'on n'a pas pu leur donner des explications pourquoi ils étaient tenus à distance. Nous pensons qu'il aurait été au moins bien de rencontrer les populations qui étaient dehors, aux alentours, au moins la presse, et de leur expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas avoir accès au cimetière. Donc pour moi, ce sont des inquiétudes tout à fait légitimes. Mais il faut aussi reconnaître que ce travail que je dis être délicat et minutieux ne peut pas non plus être mené avec toute la population autour. Ça nécessite un minimum de sérénité et cette sérénité-là, on ne pouvait pas l'avoir si véritablement donc, le cimetière et que les tombes étaient ouvertes au public. Maître Farama, autre motif d'inquiétude, la présence d'un Français parmi les légistes, inquiétude notamment après donc, le dossier Nébier et les résultats du légiste français qui ont été donc dévoilés. Avez-vous confiance en cette équipe? Bon, écoutez, moi, je ne fais confiance en personne. Et je fais plutôt confiance aux institutions. Ce sont des experts qui sont des experts agréés, qui ont prêté serment, ce sont des professionnels. Et pour moi, sous le serment, effectivement, donc, qu'ils ont prêté, nous devons leur faire confiance jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, faire le rapprochement avec cet expert qui a fait le travail dans le dossier donc, du juge Nébier, je comprends l'inquiétude que vous exprimez, mais je voudrais rappeler que dans le cas du dossier du juge Nébier, l'expert était pratiquement seul. Alors que dans le cas donc, de ce dossier, nous avons 2 autres experts burkinabés, des médecins légistes également, et qui font le travail ensemble avec l'expert français. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il y a des médecins légistes burkinabés, donc il faut faire entièrement confiance aux médecins légistes français. Mais je vous dis également, rien ne nous permet également de dire qu'il faut faire davantage confiance aux médecins légistes burkinabés. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'espérer qu'ils fassent donc leur travail avec le plus grand professionnalisme et que des résultats non contestés et non contestables puissent en sortir. Alors, Maître Farama, après des années de blocage, enfin on peut dire que le dossier Sankara avance. Il y a une semaine, l'audition de Mariam Sankara. Cette semaine, le début donc de l'opération d'exhumation. Vous espérez un jugement dans quel délai?
Non, je ne peux pas vous donner des délais. C'est vrai, on peut tous constater que le dossier est réouvert, que l'instruction avance, mais fixer un délai, je pense que ce sera prématuré. D'ailleurs, toutes les procédures criminelles en général prennent beaucoup de temps parce que la recherche des éléments de preuve, parce qu'il faut d'abord rechercher les indices, rassembler donc les éléments de preuve, et ensuite rechercher les auteurs, déterminer avec précision toutes les infractions qui peuvent être retenues contre les présumés auteurs. Et je pense que c'est un travail qui prend énormément de temps. Et je ne peux pas donc m'amuser à vous donner un délai. Même le juge d'instruction lui-même ne peut pas vous dire dans quel délai il pourra finir son travail. Il peut simplement souhaiter qu'il puisse donc l'achever dans tel ou tel autre délai. Mais je pense qu'il est matériellement impossible de donner un délai à ce jour dans lequel donc... certainement au-delà de la transition. Sans aucun doute. Merci, Maître Farama. Je vous remercie. D'être passé sur ce plateau.